Avant d'entamer le premier chapitre, je dois vous présenter d'abord le module interaction homme-machine. Ce cours est destiné aux étudiants de la troisième année de la licence en informatique parcours plutôt ISIL. Il sera enseigné en tant que module de l'unité fondamentale 2, avec un crédit de 4 et un coefficient de 2, et un volume horaire hebdomadaire de 1h30 de cours magistraux et 1h30 d'ETP. Comme prérequis du module, les étudiants concernés doivent avoir un bagage relatif au génie logiciel, le langage de modélisation UML et le langage de programmation Java. Son objectif est l'acquisition par tous les étudiants des connaissances théoriques et pratiques pour la bonne conception et le bon développement des systèmes interactifs. En ce qui concerne le protocole d'évaluation du cours, donc, nous avons une interrogation écrite et un examen final. Donc, le cours comporte 5 chapitres qui sont comme premier chapitre, les fondamentaux de l'IHM. Le deuxième chapitre concerne les sciences cognitives, alors que l'ergonomie des IHM est traitée dans le chapitre 3. Donc, le chapitre suivant correspond à la conception des interfaces ergonomiques. Donc, les interfaces conçues sont ensuite évaluées selon des principes et des critères ergonomiques. Donc, nous allons voir l'évaluation ergonomique des IHM dans le chapitre 5. Aujourd'hui, l'informatique est partout. En fait, nous déployons quotidiennement des systèmes interactifs informatisés dans les magasins, au bureau, à l'université, à l'hôpital, mais aussi dans nos foyers. Donc, comme vous voyez, ce tasse intelligent qui permet de reconnaître le liquide versé. Cependant, la question de l'interaction des utilisateurs avec ces systèmes interactifs se pose. Face à cette exigence, les interfaces en machine ont été alors émergées. Dans l'étude des interactions en machine, il faut considérer 3 éléments, notamment l'interface, l'homme et la machine. Donc, l'interface utilisateur doit jouer un rôle d'interprète ou intermédiaire entre l'utilisateur et la machine. Elle permet donc de traduire le langage de l'utilisateur d'une part et celui de la machine d'autre part, pour les mettre en communication. Donc, elle sert à effectuer une tâche ou une action ou une commande via les allers et les retours entre l'utilisateur et la machine, c'est-à-dire les questions ou les actions de l'utilisateur. Cependant, la machine doit répondre avec un feedback selon les actions de l'utilisateur. En ce qui concerne l'homme, représente l'utilisateur final, alors que la machine, ou le système interactif en général, correspond à l'ensemble de matériel et logiciels et les contraintes techniques concernées. Ces 3 concepts, d'accord, sont abrégés par l'acronyme IHM. Il peut signifier aussi cet abrégé l'interaction ou les interactions en machine. Ça dépend du contexte d'utilisation de ce terme.
Donc, plusieurs définitions ont été proposées dans la littérature de l'interface homme-machine. Donc, nous retenons les définitions suivantes. La première définition représente l'ensemble des dispositifs. L'interface homme-machine représente l'ensemble des dispositifs matériels et logiciels mis en œuvre afin qu'un utilisateur final puisse interagir ou faire des actions sur le système interactif, dans l'objectif de compléter sa tâche ou ses tâches. Alors, la deuxième définition correspond à l'ensemble des dispositifs d'entrée et de sortie, plus les interfaces logicielles exploitant la machine. La dernière définition consiste donc à réénumérer l'ensemble des aspects d'interaction avec le système interactif, tels que pousser un bouton, bouger la souris, déplacer les doigts, et ainsi de suite. Donc, prenons l'exemple de la télévision. La télécommande représente l'interface. Sans elle, l'utilisateur ne peut pas interagir avec la télévision, la regarder ou changer de chaîne. Un autre exemple des interfaces en machine, la voiture, donc, est composée du tableau de bord, du volant, les pédales, le levier de vitesse. Donc, tous ces composants forment l'ensemble de l'interface de la voiture. Comme vous le voyez ici dans ce slide, d'autres exemples des interfaces en machine. Donc, en fait, c'est des systèmes interactifs utilisés quotidiennement, notamment le tableau de bord de l'avion, la console de commande d'un terminal Linux, un distributeur automatique des billets et finalement le distributeur automatique des vélos ou des équipements pour les cyclistes. Donc en fait c'est un prototype proposé mais n'a pas encore développé. Passons maintenant à la définition des interfaces en machine plastique. En fait, c'est des interfaces qui s'adaptent au contexte d'interaction tout en conservant son utilisabilité. Donc, cependant, le contexte d'interaction ou le contexte d'usage est classiquement entendu plutôt comme le triplet utilisateur, plateforme et environnement. Donc la plateforme représente l'infrastructure matérielle, alors que l'environnement correspond au lieu physique, tel que la maison ou le bureau, et social, c'est-à-dire on interagit avec notre système d'une manière individuelle ou collective. Donc la plasticité des interfaces facilite la vie de l'utilisateur en prenant en compte toutes les caractéristiques de l'utilisateur, toutes les caractéristiques de la technologie et de l'environnement et ainsi de la tâche à réaliser ou à exécuter. Donc je vous donne un exemple sur les interfaces en machine plastique. Donc le téléphone mobile sensible à, si on prend un téléphone mobile qui est sensible à l'ambiance, donc il suggère le mode vibreur lorsqu'il est dans une salle de réunion ou dans une conférence par exemple. Un autre exemple illustrant ce terme de plasticité, donc la disposition des informations est restructurée ou réorganisée en fonction donc, du changement de l'orientation de l'écran du téléphone mobile par exemple. Le second concept que vous devez connaître est les interactions en machine. Donc en fait, c'est une science de l'interaction englobant l'ensemble des aspects de la conception, de développement et de l'évaluation. Donc pour la conception est un aspect relatif au design artistique, au créatif de l'application.
Par exemple, la disposition des composants graphiques, tels que les boutons, les menus, et ainsi de suite, le choix de la couleur, la disposition des images, ainsi de suite. On pourra également décrire l'architecture et les différents prototypes proposés dans cette phase. Pour l'aspect de développement, représente tous les aspects ou tous les aspects techniques de réalisation, notamment le codage de l'application par exemple. Par contre, l'évaluation correspond à la validation ergonomique de l'interface, mais bien sûr sans oublier les tests avec les utilisateurs. Comme seconde définition des interactions en machine, donc c'est l'étude des principaux phénomènes cognitifs, matériels, logiciels et sociaux qui les entourent, c'est-à-dire qui entourent ces phénomènes. Cognitifs, parce qu'il y a des gens ou des utilisateurs ayant différentes caractéristiques, notamment les capacités de mémorisation, d'apprentissage, de l'attention, ainsi de suite. Socio-techniques ou socio-matériels et logiciels, car il y a des gens qui interagissent avec des machines, matériels et logiciels. Donc, cette interaction peut produire ou engendrer des émotions lors de l'interaction de l'utilisateur avec la machine. Par exemple, lorsque l'utilisateur ne veut pas, par exemple, utiliser le système, d'accord? Donc, par exemple, il peut se frustrer, d'accord? Et peut-être qu'il a l'air d'être dégoûté de l'utilisation de cette interface. Donc, c'est un phénomène social lors de l'interaction avec le système. Passons maintenant à la définition du mode d'interaction, d'accord? Donc, où l'interaction avec la manière d'interagir avec le système interactif est réalisée via un style d'interaction bien défini, ce qu'on appelle le mode d'interaction. En fait, ce dernier représente le style d'interaction caractérisant la manière de dialoguer avec le système interactif. Donc, parmi ceux-ci, nous présentons le langage naturel, quel que soit écrit ou parlé. Par exemple, quelle température fait-il aujourd'hui? On a aussi comme mode d'interaction classique, c'est le mode ou le langage conversationnel, donc tel que le langage des commandes, à travers un shell script, c'est-à-dire un programme informatique développé pour fonctionner sur un shell Linux. Nous pouvons citer aussi interaction par formulaire, par requête ou tableur. Nous avons également la navigation hypertextuelle en cliquant sur des liens, texte ou lieu sur une carte, afin donc de minimiser la saisie. Donc en ce qui concerne les nœuds, on représente les différentes pages web, alors les encres sont des liens inclus dans la page web. Donc on pourra se déplacer d'un paragraphe à un autre via ces encres. Par conséquent, l'interaction iconique ou la manipulation directe est le style d'interaction basique de toutes les interfaces en machine. Quelle que soit une simple interface, c'est-à-dire une interface graphique, ou une interface enrichie par des nouvelles technologies, par exemple les interfaces où il y a du toucher, par exemple comme les interfaces des applications mobiles. Donc toutes les interfaces actuelles s'inspirent de la manipulation directe. Donc son principe est le suivant. Représentation permanente à l'écran des objets via le concept des métaphores.
Donc, ce dernier représente la correspondance ou l'analogie en termes de présentation et du comportement, c'est-à-dire la réaction des objets graphiques créés et les objets du monde réel. Je résume, c'est quoi le métaphore. Donc, c'est une correspondance entre l'analogie ou c'est une correspondance ou une analogie entre les objets graphiques créés, c'est-à-dire les icônes, et les objets du monde réel. Par exemple, l'icône enregistrée sous est représentée par une disquette qui est réellement utilisée pour enregistrer nos données physiques ou nos fichiers. C'est un exemple sur les métaphores. Nous pouvons effectuer sur ces icônes des actions physiques directes. Par exemple, pointer, modifier, sélectionner et cliquer des icônes ou des objets graphiques. Ces opérations peuvent être réversibles facilement. C'est-à-dire, on pourra faire les retours en arrière des actions précédemment réalisées plutôt, dont l'impact est immédiatement visible, c'est-à-dire on reçoit des feedbacks de la part du système et un feedback immédiat. Je vous donne quelques exemples des interfaces graphiques concernant ce mode d'interaction ou l'interaction iconique. Les éditeurs de documents texte, what you see is what you get. Ce que veut dire en français, visualisation concrète des résultats des actions. Je cite par exemple l'éditeur Word, OpenOffice, ainsi de suite. On a aussi comme logiciel ou comme interface le logiciel de dessin, Photoshop ou Illustrator par exemple, et les simulateurs de vol par exemple ou les simulateurs de jeu. Donc la manipulation directe est le concept fondamental des interfaces graphiques de type WIMP. Donc dans ce type d'interaction, on parle des interfaces graphiques ou de type Window, Icon, Menu, Pointer. Donc, où nous manipulons seulement des fenêtres. Donc, nous les distinguons en trois types. D'accord? Les systèmes multifenêtrage avec superposition, les systèmes de multifenêtrage sans superposition et un système de fenêtrage hiérarchique. Donc, pour le premier type de système de fenêtrage, on a un ensemble des fenêtres superposées les unes après les autres. Donc, comme celui proposé par Google Chrome. Alors que le second type des systèmes de fenêtrage, on a un ensemble des fenêtres qui sont séparées ou sans superposition, ou c'est des interfaces sous forme mosaïque. Nous citons par exemple le Windows 10, alors que le dernier type des systèmes de multifenêtrage, les systèmes de fenêtrage hiérarchique, où nous avons une fenêtre active, d'accord, qui représente l'espace de travail, et d'autres fenêtres secondaires qui sont des fenêtres inactives. Donc, il y a une autre classification des fenêtres selon ce mode qui sont fenêtres d'application et fenêtres de document. Donc, pour les fenêtres d'application, elles se caractérisent par une seule instance de l'application. Alors que les fenêtres de document
nous avons une seule instance de l'application par document. Je répète, pour le premier type des fenêtres de l'application, on a une seule et unique instance de l'application. Par contre, le second type, nous avons une seule instance de l'application par document. Donc, dans ce slide, nous distinguons les fenêtres utilitaires et les boîtes de dialogue. Donc, pour les fenêtres utilitaires, il y a les fenêtres flottantes, il y a les fenêtres jaillissantes. Donc, pour les fenêtres flottantes, comme cette palette d'outils, comme son nom l'indique, on peut déplacer les fenêtres où on veut. Par contre, les fenêtres jaillissantes, donc elles s'ouvrent plutôt à l'initiative du système. Donc en fait, c'est une ouverture automatique, telles que les bulles d'infos, les informations contextuelles et les différents types de messages. Et finalement, les boîtes de dialogue, elles représentent les simples fenêtres graphiques. Dans le contexte de l'interaction iconique, on peut manipuler aussi des icônes. En fait, généralement, elles sont utilisées pour des commandes fréquentes et pour libérer l'espace. Donc, elles sont souvent associées à des étiquettes ou des labels de commandes. Elles sont configurables et on pourra les placer à l'endroit ce qu'on veut. Le dernier composant de ce type d'interaction, qui est l'interaction iconique, c'est le menu. D'accord? Donc en fait, le menu représente représente un ensemble d'items ou de commandes. On pourra naviguer dans un menu, sélectionner des items dans un menu ou activer quelques items dans un menu. Donc en utilisant la souris ou d'autres types de pointage. Bien sûr, d'autres types de périphériques de pointage. Donc à partir de ce mode, nous définissons principalement 4 types de menus. Les menus déroulants simples ou circulaires plutôt. On a les menus détachables. On a les menus hiérarchiques. Et on a les menus contextuels. Je répète, nous avons les menus déroulants, les menus contextuels simples ou circulaires, les menus détachables et le menu hiérarchique. Donc, pour les menus déroulants, est un ensemble d'items plutôt, souvent en cliquant sur les étiquettes dans la barre de menu. Le menu textuel ou jaillisson représente un ensemble toujours des items hors de la barre de menu ou là où se trouve la souris, c'est-à-dire on fait clic droit et on ouvre le menu TAN. Donc c'est un menu contextuel, quel que soit circulaire ou simple. Nous avons également un menu détachable, c'est-à-dire un menu contenant généralement une palette qui se transforme en une fenêtre utilitaire. Et le dernier type de menu, c'est les menus hiérarchiques contenant un menu principal et un menu secondaire lorsqu'on parle d'un menu d'un seul niveau. En ce qui concerne les pointeurs, abrégés en P, ce sont des curseurs. On pointe les icônes
ou n'importe quel widget graphique par des dispositifs de pointage tels que la souris, joystick, trackball, ainsi de suite. Nous allons les voir dans les prochains slides. Donc, comme vous le savez, chaque curseur signifie une action différente. Par exemple, ce type de curseur signifie qu'on va positionner notre curseur. Par exemple, cet icône représente, ou ce symbole représente que notre système est en attente. Par exemple, ainsi de suite pour les autres exemples du curseur. Nous pouvons manipuler d'autres widgets graphiques ou composants graphiques au sein du fenêtre, à savoir les boutons, zones de texte, les liens hypertextes, les listes, les tableaux ou les grilles, indicateurs de progression, barre de séparation telle qu'elle existe dans les menus, molette d'incrément ou des étiquettes, c'est-à-dire des petits textes associés au widget graphique. En fait, un widget représente un composant graphique ayant trois facettes. La présentation représente l'aspect graphique, d'accord? Par exemple, le bouton, un bouton, si on prend un bouton, il a différentes propriétés, notamment la couleur ou la taille du bouton. Elle représente l'aspect présentation. On a aussi la deuxième facette du widget, c'est le comportement, c'est-à-dire la réaction lorsque je fais une opération ou une action de clic sur ce bouton, qu'est-ce qu'il doit me retourner comme action, et la sémantique du bouton, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il signifie pour moi ce bouton. Donc, on a trois facettes pour chaque widget. La présentation graphique, le comportement et la sémantique de l'objet graphique ou du widget. Donc, parmi les principales tâches issues de la manipulation directe de ces objets, donc on a une tâche de saisie, une tâche de pointage, c'est-à-dire donc on va déplacer notre curseur, tâche de sélection, appuyer puis relâcher sur le bouton, donc on fait une opération de clic, c'est ça sélectionner, donc on clique sur le bouton. On a aussi une tâche de déclenchement de différentes actions ou commandes. On peut défiler notre curseur ou notre ascenseur. Tâche de spécification d'arguments, c'est-à-dire configurer l'ensemble des paramètres ou attributs. Et la dernière tâche qu'on pourra effectuer sur les différents objets graphiques, c'est la tâche de transformation des widgets. Donc, on pourra redimensionner une fenêtre, un objet, une image, ainsi de suite. Et la tâche de tracer, on appuie le curseur, ensuite relâcher le bouton, le genre cliquer, tirer. Donc, c'est l'action cliquer, tirer en même temps. En ce qui concerne l'interaction gestuelle, nous définissons trois types d'interfaces. Donc, celle qui exploite les gestes 2D en utilisant un stylo tactile ou les doigts. Les interfaces avec gestes 3D, plutôt, sont utilisées souvent dans la réalité virtuelle, telles que la reconnaissance de mouvement, et les interfaces avec gestes multitouches. Donc, au multitactile, donc où nous avons une table interactive tactile où un ensemble des utilisateurs peut interagir avec cette interface. Nous avons également l'interaction tangible. D'accord, nous allons la voir en détail dans les prochains slides. Donc, toutes ces interfaces sont manipulées par des dispositifs d'interaction, quels que soient les dispositifs d'entrée ou de sortie. Donc, pour les périphériques d'entrée ou les dispositifs d'entrée, permettent de fournir des informations au système interactif, tels que les dispositifs de saisie. Donc, je cite
le clavier, pavé numérique, aux dispositifs de lecture tels que les lecteurs de disques optiques, lecteurs de cartes ou lecteurs de code à barre. Pour les dispositifs de pointage, donc nous citons la souris. On pourra pointer ou déplacer entre les différents éléments ou les objets graphiques. Trackboss, c'est une souris mécanique, donc elle pourra déplacer des objets virtuels. On a également pavé tactile, les tablettes et les crayons optiques. Quant au contrôleur de jeu, on trouve les manettes de jeu, joystick, constitué d'une manche posée sur un socle. Donc l'utilisateur peut agir sur un joystick en bougeant le manche dans une direction ou en pressant sur les boutons qui existent sur le manche ou sur le socle. Les Kinect, en fait, c'est un accessoire de jeu. Il s'agit d'une caméra en utilisant, ou un ensemble de caméras en utilisant des techniques d'interaction telles que les commandes vocales, la reconnaissance de mouvements et la reconnaissance des images. En ce qui concerne les gants, donc, ils sont munis des capteurs destinés à convertir les mouvements de la main et des doigts en signaux utilisables par un ordinateur pour l'analyse des gestes dans un environnement de synthèse. Alors que les dispositifs d'acquisition peuvent inclure les scanners, les webcams et les microphones. Par la suite des dispositifs d'entrée, nous allons illustrer dans ce slide les différents capteurs, en particulier le capteur de température, le capteur de composition de l'air, le capteur de la lumière, GPS ou le capteur de l'orientation, le capteur de la pression et le capteur des fréquences cardiaques. Parmi les périphériques de sortie, donc en fait, c'est des dispositifs qui servent à faire sortir des informations du système interactif. Nous présentons ci-après quelques exemples, notamment les écrans, les imprimantes 3D, les périphériques à retour d'effort, qui permettent à l'utilisateur d'interagir avec une réalité virtuelle tout en bénéficiant d'un retour de force réel. Je vous démontre un exemple d'un bras robotisé. En fait, lorsque j'applique un effort ou une action sur ce bras, donc ce dernier permet de déplacer les objets dans la scène ou le monde virtuel. Retour de force réelle. Donc pour les périphériques à retour tactile, donc ils manipulent des objets dans un environnement virtuel ou réel, avec un ressenti tactile ou touché. Donc je vous illustre un exemple. Lorsque je clique par exemple sur le bouton de retour d'un téléphone mobile, donc alors le téléphone vibre. Nous avons également comme dispositif de sortie les enceintes acoustiques et les différents dispositifs de visualisation de données 2D et 3D. Quant au collecticiel, donc il représente des systèmes collaboratifs permettant à un ensemble des utilisateurs de partager des documents à distance. Par exemple, un éditeur collaboratif et simultané des codes en ligne, Cloud 9. Nous avons également des dispositifs mobiles et les différents dispositifs vestimentaires. Donc en fait, c'est des accessoires ou des appareils à porter comme pièces de vêtements, tels que
les lunettes connectées, bracelets et montres intelligentes. Passons maintenant à la définition d'un système interactif. Il s'agit donc d'un système physico-numérique en interaction avec un ou plusieurs utilisateurs via des interfaces matérielles et logicielles. Donc en fait, ce système peut être une application informatique, quelle que soit bureautique ou mobile, un site web, appareil électronique, un robot ou un autre type de système. Donc son principe est de prendre en compte les entrées fournies par les utilisateurs, c'est-à-dire les actions de l'utilisateur comme action de pointage, sélection, ainsi de suite. Donc, ces entrées peuvent modifier l'état interne du système, donc ce qui va produire des sorties. Donc, prenons l'exemple d'un système, par exemple, de fabrication ou de commande de gâteaux. D'accord? Par exemple, lorsque je fais ajouter ou je fais une action ajouter commande, donc le système interactif, il va ajouter un tuple dans la base, par exemple, ou dans la table commande, et nous allons voir comme sortie du système un feedback ou un message, par exemple, votre commande a été effectuée parfaitement, par exemple. Dans le contexte d'un système interactif, nous avons une interaction en entrée, une interaction en sortie. Donc, pour les modes en entrée possibles, nous pouvons trouver le mode langage ou le mode action. Par exemple, je vous donne un exemple. Pour le mode langage, on pourra utiliser une commande vocale. Pour le mode action, par exemple, l'utilisateur pourra faire une action de clic de souris sur un bouton. Donc, en fait, c'est une interaction en entrée. Alors que dans l'interaction en sortie, le mode d'interaction est lié au sens perceptuel de l'utilisateur. Donc, les principaux modes d'interaction en sortie utilisés sont le mode visuel, c'est-à-dire que je pourrais visualiser par exemple le feedback du système, je pourrais écouter un message, ou le mode tactile, c'est-à-dire le toucher. Je pourrais appliquer une opération tactile sur par exemple mon téléphone mobile comme sortie d'interaction. Par ailleurs, un système interactif est modélisé par deux composants. L'interface homme-machine, en fait constituée d'un ensemble de matériel et logiciel plus des contraintes techniques ou la technologie, et le noyau fonctionnel correspond donc à toute l'application ou l'ensemble des services offerts par l'application. Donc certes, tous les systèmes interactifs actuels sont des systèmes ouverts. Donc le fonctionnement ou son fonctionnement dépend d'informations fournies par un environnement externe et non contrôlé. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si on a par exemple un système d'alarme, des incendies, donc il fonctionne s'il y a une détection d'un incendie ou une détection d'une température élevée, par exemple dans un site bien défini, dans la maison. Donc, le fonctionnement dépend de la température détectée dans une position, ou dans une chambre ou une pièce dans la maison. Un système interactif englobe une variété de produits. Les applications entières, en fait, c'est des applications
ayant une architecture client-serveur dans laquelle est exécuté plusieurs composants logiciels distincts, par exemple les applications 3 tiers. Donc nous avons le client, un middleware qui permet de récupérer les ressources à partir de systèmes de gestion de base de données. Donc ce système est stocké dans un serveur. Donc pour les applications par exemple 3 tiers, donc en fait c'est des architectures spécifiques aux applications distribuées généralement ou dans les grandes entreprises. Donc nous avons le client, le serveur, les middleware plutôt. Nous avons également des systèmes relatifs à l'intelligence artificielle et à la robotique. Nous avons les applications mobiles, l'informatique vestimentaire et les applications de différentes réalités. Par exemple, la réalité augmentée, donc elle représente la superposition d'un objet virtuel sur une image 2D, une image réelle. La réalité mixte, donc par définition ce terme est un mixte entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. On pourra dire que cette réalité ou la réalité fixe est une version améliorée de la réalité augmentée, alors que la réalité diminuée est une suppression d'une image réelle en temps réel. Une suppression d'une image réelle en temps réel. La réalité virtuelle est une simulation informatique du monde 3D. Donc, en fait, elle simule la présence d'un utilisateur dans un environnement artificiel généré par des logiciels. Donc, cet utilisateur interagit dans l'environnement virtuel en utilisant des dispositifs bien spécifiés pour le monde virtuel. Nous avons également la réalité tangible, donc c'est une association des objets réels, d'accord, et des objets numériques, perceptibles par le toucher. En fait, au bref, la réalité tangible consiste à utiliser des objets numériques tels que les vidéos, les sons, images, du texte pour interagir avec une surface physique contenant des informations. Nous avons vu dans les slides précédents les collecticiels ou les systèmes collaboratifs qui permet donc d'interagir avec un ensemble des personnes ou des utilisateurs et en partageant, en modifiant simultanément les différents documents plutôt à distance. Et l'informatique vestimentaire, où elle intègre de l'électronique et de l'informatique simultanément. En ce qui concerne les applications de l'intelligence artificielle, nous pouvons citer par exemple les outils de la reconnaissance vocale, les outils de la reconnaissance de tracé manuscrit et les outils de la reconnaissance d'écriture manuscrite. Donc en fait, pour les outils de la reconnaissance vocale, donc en fait c'est une technique informatique qui permet d'analyser la voix humaine captée au moyen d'un microphone. Donc l'objectif de la reconnaissance vocale est de transcrire sous la forme d'un texte exploitable par une machine. Alors que les outils de la reconnaissance de tracé permettent de reconnaître le mouvement de ces périphériques de localisation par rapport à un vocabulaire gestuel. Le dernier type des applications de l'intelligence artificielle, qui est la reconnaissance d'écriture manuscrite, elle permet d'analyser et d'interpréter ce qui a été écrit par un utilisateur donné. Donc, passons maintenant à l'évolution des IHM. Donc, les interfaces existent depuis l'aube de l'humanité
et certains sont plus mémorables que les autres interfaces. En fait, les premières interfaces correspondent aux interfaces monodirectionnelles et asynchrones. Donc, ces interfaces se caractérisent par le traitement par l'eau, c'est-à-dire on va traiter une liste des commandes enregistrées et dans ce type d'interaction ou d'interface, l'interaction est monodirectionnelle, c'est-à-dire que l'utilisateur ne reçoit pas de réponse de la part du système. Et asynchrone veut dire que la liste des commandes est mise d'une façon irrégulière dans le temps. Je cite par exemple dans ce type d'interface les cartes perforées. Dans les interfaces textuelles, nous utilisons le langage des commandes et la communication est de la forme textuelle, bidirectionnelle, c'est-à-dire dans les deux sens. Donc l'utilisateur émet des commandes et le système va répondre par un feedback. Et une communication synchrone, c'est-à-dire que l'utilisateur reçoit de façon continue les commandes au rythme où l'utilisateur les envoie. Donc, ce type d'interface nécessite des dispositifs d'entrée et de sortie. C'est-à-dire, on peut introduire des commandes à travers ces dispositifs au périphérique d'entrée et on pourra visualiser la réponse du système via les dispositifs de sortie tels que l'écran. Donc, je cite un exemple sur ce type d'interface qui est la console de commande Linux. Le troisième type des interfaces, c'est les interfaces graphiques, comme celle de Windows ou Word. Elles se basent principalement sur un traitement interactif en utilisant des objets graphiques tels que les fenêtres, les curseurs, les menus, les pointeurs, les icônes. Et on pourra utiliser également les périphériques d'entrée et sortie. Le dernier type des interfaces concerne les interfaces multimodales ou les interfaces naturelles. Donc son principe est comme suit. En fait, c'est une interaction multimédia. On pourra utiliser du texte, du son, voix, image, une interaction en temps réel avec le système interactif. Donc, et on exploite d'une manière simultanée ou alternée en entrée ou en sortie plusieurs modalités. Donc, en fait, ces modalités font référence au type de canal de communication utilisé pour transmettre ou obtenir des informations. Peut-être la vision, la voix, le mouvement, le toucher, ainsi de suite. Donc, certes, toutes les interfaces actuelles, ce sont des interfaces multimodales. Donc voilà, dans ce slide, nous illustrons quelques exemples sur chaque type d'interface. Donc revenons au dernier type des interfaces, qui est les interfaces multimodales. Donc, comme vous le voyez, l'utilisateur exprime par la voix, met ça ici. Donc, en cliquant sur un objet, il clique d'abord sur un objet, puis sur un emplacement de l'interface. Donc, tout ça représente ou constitue une interaction multimodale en entrée où l'utilisateur utilise les modalités parole via le microphone et la manipulation directe via l'utilisation de la souris. Donc, afin de compléter la vision d'ensemble sur les interfaces en machine, nous explorons dans la suite de ces slides les projets de recherche autour de l'IHM qui ont plutôt révolutionné le monde. Donc la figure 1 illustre un ruban perforé proposé par l'ENIAC. Donc en fait c'est un support d'entrée-sortie
représentant un ruban de papier rigide. La figure 2 montre un perforateur ou un lecteur de carte perforée. Donc en fait, ça c'est un lecteur ou perforateur. Alors ça, c'est une carte perforée. Donc qui représente un bout de papier rigide avec des trous qui représentent soit la présence ou l'absence des informations. La dernière figure représente un programme informatique sur un ruban plutôt perforé. Donc, notez que dans le préhistoire des ordinateurs, l'interaction est quasi inexistante ou limitée dans ce type de dispositif. Alors que les premiers ordinateurs se caractérisent par une interaction homme-machine niveau matériel, c'est-à-dire que le programme peut être exécuté sur un certain type de machine. Les utilisateurs des années 56 étaient plutôt des ingénieurs ou des informaticiens, c'est-à-dire des spécialistes du domaine. Donc l'ordinateur était réservé aux experts. En fait, pour l'interaction, est une interaction ou communication quasi inexistante ou limitée. Tous ces dispositifs représentent des grands calculateurs avec un temps d'exécution très long. En fait, c'est des calculateurs coûteux. Donc, je vous donne quelques exemples, notamment l'ENIAC, Manchester Mark et Odvac. Donc, c'est le premier ordinateur proposé dans cette génération. L'ordinateur Which, c'est le plus ancien ordinateur au monde, il est encore fonctionnel, se trouve au Royaume-Uni, dans le Musée national de l'informatique de Bletchley Park. Il pèse 2,5 tonnes, mesure 2 mètres, il consomme 1,5 kW d'électricité. Cependant, les principes fondamentaux des ordinateurs de la seconde et la troisième génération, fait, c'est une séparation, ils permettent donc de réaliser une séparation matérielle et logicielle. Donc, la machine lisait les cartes perforées et une autre machine permet donc de recopier le code sur une autre bande magnétique. Une autre machine exécute les tâches et les transcrit le résultat sur une autre bande pour imprimer les résultats. Donc, elle utilise des langages de haut niveau, c'est-à-dire des langages, par exemple Fortran, COBOL et ainsi de suite. Dans ce type des ordinateurs, donc on a passé du langage machine vers un langage de haut niveau ou langage de programmation. Et on pourra utiliser des commandes qui ont une syntaxe difficile à apprendre. Donc, comme vous le voyez, des ordinateurs IBM, DCE, PDP et le compilateur Univac. Donc, ces ordinateurs qui sont développés dans la deuxième et la troisième génération. Cependant, Ivan de MIT a mis au point le premier logiciel graphique avec stylo graphique optique pour dessiner sur un écran graphique des schémas techniques. Alors que ces deux figures représentent la première souris qui a été développée par Doug de Stanford. La dernière génération des ordinateurs se caractérise par l'apparition des ordinateurs ou des mini-ordinateurs avec clavier et souris
ils sont destinés au grand public en utilisant le mode d'interaction iconique ou de type WIMP via l'utilisation de différents dispositifs d'entrée-sortie. Nous citons par exemple un terminal bureautique avec une interface graphique développé par le centre de recherche Parc Xerox, le micro-ordinateur Lisa développé par Apple et les différents systèmes d'exploitation proposés par Microsoft. Afin de démontrer l'intérêt que présente l'IHM, il convient alors d'illustrer 3 exemples tirés de la catastrophe du mont de Saint-Odile, les élections présidentielles américaines et l'accident nucléaire 3 Miles Island. En fait, un crash d'avion Airbus A320 a provoqué 87 morts et 9 vivants. Cela est dû à une confusion liée aux 2 indicateurs qui sont plutôt l'angle de descente et la vitesse verticale. Au lieu de programmer un angle de descente 3,3 degrés, donc l'équipage a programmé une vitesse verticale de 33 000 pieds par minute. En fait, dans le tableau de bord de l'avion, ces 2 repères sont affichés 33. N'existe pas ni l'unité de mesure, ni un indicateur visuel ou un repère visuel démontrant ces 2 indicateurs, que ce soit l'angle de descente ou la vitesse verticale. Donc, ce qui a provoqué une descente rapide de l'avion. Donc, l'interface utilisée présente plutôt des erreurs ergonomiques relatives à la mauvaise visibilité des 2 modes, l'absence des unités de mesure et l'absence des repères visuels qui fait la différence entre les 2 indicateurs. Donc, après ce crash, l'ergonomie des tableaux de bord d'Airbus A320 a été améliorée. En ce qui concerne le deuxième type, ou le deuxième exemple des interfaces en machine, donc, lors des élections présidentielles américaines, un vote électronique de la population de la Floride a eu lieu. Donc, aucun candidat n'a été alors clairement déclaré vainqueur à cause de l'écart assez serré entre les candidats. Donc, 1% des votes étaient sous examen. Donc, en fait, cet écart est relatif aux défauts ergonomiques tels que le problème d'illisibilité des lignes horizontales, ces lignes, d'accord, alignées sur les trous, et les risques d'erreur liés aux espacements réduits entre les différents trous. Donc, nous avons comme premier problème le défaut ou le problème d'illisibilité de ces lignes horizontales, De plus, l'espace réduit entre ces différents trous dans le bulletin de vote électronique, ce qui a causé donc cet écart de vote. En plus de ça, donc, cette machine électronique automatique peut être un vrai obstacle car elle empêche 20 jusqu'à 50% des électeurs, ce qu'on appelle les exclus de la technologie, d'exprimer leur choix.
Par exemple, les gens âgés, analphabètes, les gens handicapés, ainsi de suite. Le dernier exemple, qui représente l'accident nucléaire Three Miles Island. Donc, les principaux facteurs qui ont contribué à cet accident, une panne matérielle et aucun signal d'alarme n'est déclenché. De plus, des erreurs humaines. Heureusement que cet accident n'a rien provoqué comme mort. Comme vous le voyez bien, la cause principale de tous ces accidents est bien l'interface en machine. Donc pour cela, il faut bien concevoir des interfaces ou des systèmes interactifs adaptés à l'utilisateur, adaptés à la tâche à réaliser, au contexte d'interaction du système et de la technologie à utiliser, donc en respectant l'utilité et l'utilisabilité logicielle en ce qui concerne l'utilité plutôt, donc l'utilité par rapport aux besoins de l'utilisateur. Et nous allons détailler ces deux termes, ou la différence entre ces deux termes, dans le troisième chapitre du cours Interaction en machine. Dans l'idéal, l'interface en machine doit s'adapter au style d'apprentissage de l'utilisateur. C'est-à-dire il va apprendre rapidement ou non, il va apprendre par lecture ou écriture, ou les deux par exemple. On va adapter également notre système aux préférences des outils utilisés, les différences physiques telles que l'âge, est-ce que l'utilisateur est un handicapé ou non plutôt, est-ce qu'il a des problèmes de vision, une sensibilité contre les couleurs, ainsi de suite. Donc, on pourra également citer les caractéristiques relatives aux différences physiologiques. Est-ce que l'utilisateur a une bonne ou mauvaise acuité visuelle? Est-ce qu'il a l'air d'être fatigué ou non lorsqu'il utilise le système? Il y a aussi les différences psychologiques telles que la vitesse d'apprentissage, les capacités de mémorisation, la curiosité, capacité d'analyse, de synthèse, de perception et ainsi de suite. D'autres caractéristiques de l'utilisateur qu'on doit les spécifier, c'est les connaissances et l'expérience de l'utilisateur, que ce soit dans le domaine de la tâche à réaliser ou en informatique. On pourra également citer les caractéristiques socioculturelles de l'utilisateur, telles que le niveau d'éducation, la profession, l'origine sociale de l'utilisateur, la culture, la personnalité, et ainsi de suite. Le deuxième niveau d'adaptation est la tâche à réaliser. Donc, nous devons identifier les buts, c'est-à-dire l'état du système, les tâches et les actions de l'utilisateur ou du système. Faire l'analyse du déroulement des étapes, connaître les tâches fréquentes, importantes, difficiles et sensibles au changement de l'environnement, connaître les tâches critiques, régulières ou occasionnelles, déterminer les facteurs critiques relatifs à la tâche à réaliser, tels que le temps, savoir l'exécution des tâches, c'est-à-dire on va les exécuter d'une manière séquentielle ou parallèle,
définir les tâches individuelles ou collaboratives, et finalement, on va considérer les décisions de l'utilisateur. Donc, le tableau suivant résume l'ensemble des caractéristiques relatives au contexte d'utilisation du système interactif, notamment plutôt le domaine d'application, c'est-à-dire est-ce que notre application est destinée au grand public ou c'est une application pour le loisir ou pour de l'industrie. Elle représente complètement un système critique. Donc, nous devons également, dans le contexte d'utilisation de l'application, citer l'environnement physique. C'est-à-dire, est-ce que l'utilisateur il va exécuter ses actions sur le système en présence du bruit, un certain niveau d'éclairage, est-ce qu'il est assis en position de posture, ainsi de suite. On doit également spécifier l'environnement social. Par exemple, est-ce qu'il effectue ses actions d'une manière individuelle ou collective, dans le bureau ou à la maison. On doit également déterminer l'environnement organisationnel, c'est-à-dire l'organisation ou la manière d'organiser l'ensemble des tâches à réaliser. Par exemple, on va également spécifier les services d'assistance d'utilisateur et les différentes contraintes, notamment les contraintes techniques et les contraintes économiques et les contraintes temporelles. Adapter une interface en machine aux contraintes techniques, en particulier le matériel, le logiciel utilisé et la manière d'organiser les machines. Comme vous le voyez, l'IHM ou l'interaction machine est un domaine fortement pluridisciplinaire. Faisons appel aux différentes disciplines, notamment l'infographie, génie logiciel, le langage naturel, les sciences cognitives telles que l'anthropologie, la sociologie, la psychologie cognitive de l'utilisateur, ainsi les différents outils ou disciplines liées à la communication telles que l'audiovisuel, le graphisme, la communication, et ainsi de suite. Donc alors, voici une petite liste des idées qui reviennent souvent quand on parle de l'IHM. Donc le développement d'une interface en machine, c'est un processus facile, mais réellement, il est considéré comme un processus difficile à réaliser, long et coûteux. Donc, il prend en compte plusieurs aspects tout au long du processus de développement. Il ne s'agit pas d'une opération esthétique de l'écran. Elle nécessite une approche précoce dès le début de la conception, une approche méthodique en suivant une démarche bien définie, donc une démarche itérative, donc selon plusieurs itérations d'amélioration, et une approche expérimentale où on pourra tester le système final sur un ensemble d'utilisateurs. Ce n'est pas aussi une affaire de goût, de bon sens et d'intuition. En fait, c'est des règles à respecter et des critères pour obtenir une interface ergonomique. De plus, il n'existe pas une solution clé en main. Il faut donc respecter des principes théoriques et expérimentaux, des savoir-faire et de l'expérience. Prendre en compte l'expérience de l'utilisateur afin de réaliser un compromis entre plusieurs aspects relatifs à l'interface en machine et d'une manière précoce et itérative. Donc, suite aux avancées technologiques,
progrès des fonctionnalités promises telles que l'aide et la recherche, les limites des capacités humaines et la diversité des contextes d'usage des systèmes interactifs. Donc, l'interface homme-machine représente un véritable enjeu pour nous plutôt, en tant qu'utilisateurs et pour la communauté de recherche. Donc, pour cela, il est nécessaire de se focaliser sur ces deux besoins. La réalisation des systèmes interactifs qui soient à la fois utiles, utilisables, quel que soit le contexte d'usage. C'est-à-dire, on pourra utiliser notre système d'une manière facile, sans difficulté, et on pourra atteindre nos objectifs sans aucun obstacle. Et le deuxième besoin consiste à réaliser le compromis entre la puissance, la simplicité des interfaces et l'interaction, c'est-à-dire quel que soit le contexte d'utilisation de notre application. En conclusion, les travaux de recherche actuels en IHM visent à comprendre le phénomène d'interaction, donc en le décrivant, en l'expliquant et en faisant des prédictions ou des estimations. Innover ou proposer des nouvelles formes d'interaction, bien sûr, optimisées en termes de coût et de simplicité et de maximum de fonctionnalité, et guider les choix de concepteurs en intégrant les différents théorèmes, des méthodes et les différents outils technologiques. Je vous donne par exemple, sur ce dernier point, un exemple. Lorsqu'on fabrique un lecteur MP3 avec un écran de 3 lignes, et maintenant comment choisir un morceau de musique qui affiche par exemple 800 lignes, étant donné que j'ai un écran de 3 lignes. Donc pour ce faire, il faut savoir ce qui marche bien et ne marche pas bien dans les différents contextes pour décider ce que je dois faire. C'est-à-dire on guide le concepteur afin de réaliser une interface ergonomique. Donc enfin, nous avons terminé le premier chapitre. Donc le premier chapitre, plutôt le prochain chapitre, représente les notions de base relatives aux sciences cognitives. Et pour la lecture, vous pouvez se référer aux livres ou aux références suivantes. Et merci pour votre attention.